Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, je voudrais tout d'abord dire combien je suis reconnaissant et heureux de cette invitation dans le cadre de la chaire du Louvre. C'est pour moi une grande occasion d'exprimer ma profonde admiration pour l'archéologie française et ma chaleureuse gratitude aux collègues et amis de ce pays. Je tiens à dire toute ma reconnaissance à Jean-Luc Martinez, Vincent Pomarède, Françoise Gaultier et à tous ceux qui m'ont fait le grand honneur de cette invitation. Mes vifs remerciements vont également à Henri Schiller, dont le généreux mécénat a porté ce projet. Je remercie Stéphane Malfette pour son accueil dans l'auditorium. Un grand merci va à Monica Preti, qui a assuré la coordination de l'ensemble du projet avec créativité et patience, à Isabelle Haquet, qui m'a accompagné avec souplesse dans les démarches administratives, et à Léa Crespi, qui, pour les photos, m'a appris à adopter des poses à faire pâlir d'envie les statues antiques du musée. Je tiens à remercier particulièrement Laure Bernardi pour son grand investissement dans la traduction de cet ouvrage en français. J'adresse également tous mes remerciements aux éditions du Louvre, et notamment à Violaine Bouvon-Lancel et aux éditions Azan, en particulier à Chloé de Lustrac, qui a mené à bien la préparation du livre avec autant de professionnalisme, énergie et patience. Être présent en France par ce très beau livre est une grande joie. Enfin, je remercie vivement Monica Preti pour la très gentille introduction et mes amis François Lissarac et Emmanuel Rousseau pour leur aide dans la préparation des textes des conférences. Alors, je commence par 60 minutes sur la question « Qu'est-ce qu'une image en Grèce ancienne ?» Alors, pourquoi les images? Les Grecs et les Romains, après eux, ont forgé, au fil du temps, une culture de l'image plus forte qu'aucune autre société dans l'histoire de l'humanité. Les habitants des cités grecques étaient entourés d'images dans tous les domaines significatifs de leur existence, dans les temples et les sanctuaires, sur l'agora et dans les édifices politiques, dans les habitations privées et les nécropoles. Dès ses débuts à la Renaissance, la recherche archéologique s'est attachée à comprendre ce que signifiaient les images de l'Antiquité grecque et romaine, ce qu'elles nous apprenaient en tant que documents historiques et ce qu'elles nous disaient par-delà des siècles en tant qu'œuvres d'art. Mais la question fondamentale de la raison pour laquelle Grecs et Romains avaient constitué cet univers d'images d'une richesse inégalée fut rarement posée. L'énergie qui y fut consacrée permet de penser que ces images étaient plus qu'un jeu esthétique, qu'elles avaient pour fonction de répondre à des besoins vitaux de la vie sociale. Ça nous incite à reprendre la question que Alain Schnapp a posée il y a presque 30 ans. Why did the Greeks need images? À quoi servaient les images des Grecs et des Romains et quel rôle jouaient-elles dans la vie sociale? La fonction qu'occupaient les images dans les cultures antiques, il faut avant toute chose réfléchir sur les conceptions de l'art qui prévalent dans notre propre culture moderne et qui sont si profondément ancrées en nous.
Depuis le XVIIIe siècle, nous avons progressivement forgé une conception de l'art autonome, produit de la libre créativité de l'artiste. Les espaces idéaux de cette conception de l'art sont le musée et le livre, espaces qui, l'un comme l'autre, constituent la base fondamentale de notre propre culture esthétique moderne, en tant qu'ils créent les conditions d'une contemplation et d'une réflexion pure. On peut parler d'une situation muséale qui elle-même génère un habitus muséal. Or, cet habitus n'a pas seulement marqué notre pratique, notre rapport immédiat aux œuvres de l'art, il a également imprégné l'approche scientifique que nous avons du domaine artistique. Toutes les notions nées de la modernité, les catégories d'artistes, de créativité, d'actes créateurs, d'œuvres d'art et de spectateurs sont issues, bien plus que nous le pensons, de cette conception de l'art. Cette situation muséale de l'art à l'époque moderne est diamétralement opposée au rapport que l'Antiquité entretenait avec les images. Comme nous le verrons dans la dernière de ces conférences, il n'existait dans l'Antiquité aucune institution comparable à ceux que sont aujourd'hui les musées. Les images faisaient partie intégrante de la vie sociale et faisaient l'objet de pratiques culturelles élaborées. Les statues des dieux et des héros installés dans les temples et les sanctuaires avaient pour fonction de représenter ces êtres en vue de l'exercice des cultes religieux. Elles représentaient les plus hautes autorités de la vie politique et sociale, avaient leur place au cœur des rituels et étaient destinataires des prières. Les statues et reliefs figurant les défunts sur les tombeaux présentaient au regard les membres de la communauté dont on déplorait la perte. Les portraits officiels des plus éminentes personnalités du présent et du passé récent, exposés dans les espaces publics des cités, jouaient le rôle d'exemple et de aune à laquelle évaluer le comportement politique et religieux, social et éthique des citoyens. En outre, les images ornant les objets les plus divers, surtout les vases, constituaient des points de repère imagés et imaginaires pour les fêtes des dieux, les banquets et les rituels funéraires, et stimulaient dans une large mesure les discours sociaux pendant ces pratiques. Les images étaient une partie du monde de la vie. Partout, les hommes vivaient avec les images. Cette vie avec les images avait pour cadre les espaces constitutifs des communautés de citoyens dans les cités. La police grecque et la cité romaine après elle englobaient différents espaces publics où se déroulait la vie politique et sociale. Les sanctuaires publics, l'agora au cœur de la cité et les nécropoles situées à l'extérieur de la ville. Dans les grands sanctuaires urbains, les citoyens se rassemblaient pour entrer en contact avec les dieux et les héros. L'agora, en revanche, avait pour fonction première de permettre aux seuls citoyens d'interagir dans le cadre d'assemblées du peuple ou de conseils. Dans les nécropoles, enfin, les familles procédaient au culte et à la célébration des ancêtres défunts. À cela, il faut ajouter les espaces d'habitation privée, leurs lieux centraux pour les familles, mais aussi pour les groupes d'hommes qui se retrouvaient pour boire ensemble dans les banquets. Les communautés des cités grecques n'étaient pas composées des seuls êtres humains vivants.
Il s'agissait de communautés conceptuelles auxquelles appartenaient tout aussi bien les dieux et les héros des temps anciens que les ancêtres défunts du passé récent. La vie de la communauté se déployait fondamentalement dans le cadre d'interaction entre ces trois groupes sociaux, Dieu, mort, vivant. De la même façon, les communautés de la polis grecque vivaient dans des phases temporelles conceptuelles. La présence des citoyens vivants était complétée par deux catégories de passé. Il y avait d'abord le temps mythique des commencements de la fondation des cités et du début de la généalogie des familles dirigeantes, qui constituait le cœur de la mémoire culturelle. De l'autre côté, il y avait le passé immédiat du présent, le temps des grands-parents et des parents, qui faisait l'objet d'une mémoire communicative. Ces deux types de passé se complétaient et formaient un temps conceptuel tripartite, les commencements, le passé récent et le présent. C'est dans ce contexte que vient s'inscrire l'importance déterminante des images dans la vie de la communauté. Les images donnaient aux figures et aux événements essentiels des divers espaces du monde et des diverses phases du temps une visibilité concrète dans les espaces et les situations constitutifs des cités, sanctuaires, espaces publics, nécropoles et maisons. Elles donnaient aux dieux, aux héros et aux ancêtres défunts une présence visuelle concrète dans la vie de tous les jours. La communauté conceptuelle se déployait avec les corps des vivants et les images des dieux, des héros et des morts dans ces espaces conceptuels. À l'inverse, ces espaces eux-mêmes étaient à bien des égards constitués et caractérisés par ces images. À chaque espace spécifique correspondait la présence d'images spécifiques. En d'autres termes, de membres spécifiques de la communauté conceptuelle. C'est ainsi que l'on trouvait dans les temples les statues des dieux, dans les espaces des sanctuaires, ceux des représentants de la communauté religieuse, sur l'agora, essentiellement les images des hommes d'État, au théâtre, ceux des poètes, dans les gymnases, ceux des athlètes, et ceux des philosophes dans leur lieu de réunion. Toutefois, il existait des marges de manœuvre, comme nous l'indique un passage de Vitruve qui critique les habitants d'Alabanda, une cité en Asie mineure, pour avoir installé sur leur agora discoboles, lutteurs et joueurs de balles, quand il avait au contraire placé des statues d'avocats dans leur gymnase. Il s'agit manifestement là d'un topos. Lycurgue, déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, louait Athènes de n'avoir placé sur l'agora que des statues d'hommes d'État, sans qu'y figure aucun athlète. Pour les deux auteurs en question, il existait donc des standards en la matière. Il serait abusif cependant d'attribuer une valeur absolue à ce jugement formulé ici par les représentants de cités puissantes sur le plan politique. Bien entendu, les habitants d'Alabanda avaient eux aussi des catégories qui leur étaient propres. Simplement, ils définissaient autrement leur espace public. Il s'agit là d'une relation de réciprocité. D'un côté, les espaces sont constitutifs de la mise en place des images. De l'autre, les images donnent aux espaces leur caractère spécifique. Alors, dans ce cadre, quelles sont les fonctions fondamentales de l'art figuratif ?
Les œuvres figuratives avaient en Grèce et par la suite à Rome 3 fonctions fondamentales. Représentation, décor et incitation au discours. Il ne faut pas concevoir ces 3 fonctions isolément. Aucune œuvre ne relève exclusivement de l'une ou de l'autre de ces catégories. Il s'agit d'idéal type de fonctions qui se combinent dans l'œuvre concrète, mais revêtent toutefois une importance relative qui diffère d'une œuvre à l'autre. C'est en ce sens que la distinction me semble être utile. Dans ce que suit, je vais essayer d'expliquer ces 3 principes fondamentaux. Premier principe, la représentation. L'une des tâches fondamentales dévolues aux images consiste à rendre présents des personnes, des objets ou des événements qui se trouvent être absents in corpore. C'était, comme vous savez bien, un des grands thèmes de Jean-Pierre Vernon. L'absence réelle que l'image vient abolir peut tenir à une distance spatiale ou temporelle. La présence des dieux aux demeures lointaines est assurée dans les temples par les images cultuelles. Les héros des mythes sont arrachés au temps ancien et ramenés au présent par l'image. Les ancêtres défunts sont représentés sur leurs tombes par des statues et les éminents contemporains se voient attribuer par les statues honorifiques une présence durable, un ici et un maintenant dans l'espace public des cités. Ce sont justement les membres de ces communautés conceptuelles et les événements du temps conceptuel de ces communautés que les images arrachent à leur éloignement spatial et temporel pour les ramener dans le monde de la vie des sociétés présentes. Elle assurait concrètement la présence des acteurs conceptuels de la communauté sous forme matérielle et visuelle, rendant ainsi possible l'interaction. Pour bien comprendre leur fonction, il est donc essentiel de voir que ces images déployaient à travers les rituels, les actions et les discours une véritable action efficace, des effets qui leur conféraient le pouvoir d'acteurs vivants. Dans les sanctuaires, les images cultuelles des dieux étaient traitées lors des actions rituelles comme s'il s'agissait des dieux eux-mêmes. On les portait en procession, on les lavait dans la mer ou le fleuve, on les oignait, les parait de nouveaux vêtements, les ornait de bijoux et de couronnes. Lors des fêtes, on ouvrait les portes des temples de façon à ce que la divinité représentée dans l'image cultuelle puisse suivre les rituels des Visous. La divinité, de son côté, pouvait, sous sa forme représentée, exprimer l'acceptation ou le refus, et ce, par des mimiques et des gestes imaginés, ou même en détournant son corps tout entier. Comme nous le verrons, dans l'intensité des rituels, l'image de la divinité est la divinité. Sur l'agora, les statues célébrant les figures fameuses du passé récent et du présent, de plus en plus nombreuses au fil du temps, jouaient un rôle primordial et étaient intégrées aux actions politiques des citoyens. Lors des grandes fêtes de la cité, on plaçait des couronnes sur la tête des statues, comme on le faisait pour les participants vivants. Donc, les citoyens célébraient les moments forts en compagnie de leurs éminents concitoyens du passé. Dans la vie politique, ces images faisaient figure d'exemples réels et présents
dans l'espace public. Elle observait tout ce qui se passait, servait d'argument dans les discours et les prises de décision et constituait des modèles visibles de comportement exemplaire. Dans le contexte souvent conflictuel des sociétés urbaines de l'Antiquité, il y a des exemples étonnants d'interactions individuelles entre les hommes et les images. L'exemple le plus frappant est celui de Théagène de Thasos, un grand athlète renommé ayant remporté de nombreuses victoires dans toutes les grandes compétitions sportives de la Grèce. À sa mort fut érigée une statue en son honneur sur l'agora de sa ville natale. Un ennemi personnel se mit à rouer de coups la statue chaque nuit à titre de vengeance. La statue, pour se défendre, se renversa, tuant ainsi l'adversaire. Les descendants du défunt accusèrent alors la statue du meurtre de leur père. Et les Thasiens, pour la punir, la firent jeter à la mer. Mais quand une disette se mit à faire rage, peu de temps après, les Thasiens consultèrent l'oracle de Delphes, qui leur recommanda de rappeler tous les exilés. Les Thasiens, s'étant exécutés, sans que rien ne change, réitérèrent leurs questions et se virent répondre qu'ils avaient oublié de rappeler Théagène. Ils récupérèrent alors la statue dans la mer et la remirent à sa place sur l'agora. À compter de ce moment, ils vénérèrent Théagène, en l'espèce sa statue, comme un héros, en échange de quoi ce dernier, ou là encore son image, opéra des siècles durant des guérisons miraculeuses. On a là un va-et-vient permanent entre images et personnes qui s'articulent dans des actes émotionnels, juridiques et religieux. Dans l'Antiquité, on attribuait également ce caractère vivant aux objets de la culture matérielle. C'est ainsi que l'équipement des combattants et leurs armes était doté d'une puissance vivante d'attaque et de défense. Les boucliers en particulier étaient ornés de motifs, lions, taureaux ou serpents, qui leur conféraient une puissance guerrière. Dans les représentations imagées des combats, il arrive même que les serpents se détachent de la surface du bouclier et se dressent de tout leur corps en direction de l'adversaire, se sentent ainsi être des corps pour se muer en monstres menaçants. Sur d'autres images, les armes deviennent des partenaires des protagonistes humains. C'est particulièrement évident dans le cas du décor d'un vase d'Exéchias figurant le suicide d'Ajax. Sur le vase, tout à sa solitude, il plante son épée, pointe en haut, dans le sol. Derrière lui, on voit un palmier se courber sous l'effet de la tristesse. Et au bord de l'image, ses armes, seul témoin de la scène, le casque animé d'une compassion muette contemple cette triste scène, tandis que le bouclier, orné de la tête de la Gorgone, semble nous regarder, exprimant toute son horreur face à la mort du héros. Concernant les images figurées, et en particulier les statues de grand format, il y a là un jeu d'interaction complexe entre matière et vie. Car bien évidemment, les Grecs et les Romains étaient parfaitement conscients du fait que leur image était quelque chose de fondamentalement différent des hommes et des animaux vivants. De même qu'ils savaient
qu'elle avait été fabriquée de la main de l'homme, faite à partir de matériaux particuliers, et qu'elle n'avait pas d'âme. La question qui se pose est donc de savoir comment cette conscience indéniable de la matérialité des images s'accommode de l'idée de leur caractère vivant. Pour les statues cultuelles des dieux, Fernand Hölscher a démontré que l'image peut être activée et portée à la vie par des actions cultuelles. Je cite, « Ce n'est qu'à travers le culte que la divinité dont la statue devient Dieu vivant, et ce n'est qu'à ce moment que devient possible la communication avec les divinités qui font l'objet de la vénération. » Une telle approche est alors transposable aux statues de héros mythiques, aux statues funéraires ou aux portraits honorifiques des contemporains célèbres, et en outre aux objets de la culture matérielle, bien que dans ces domaines, il n'y a normalement pas de pratique de culte. Le phénomène par lequel l'imagination donne vie aux objets matériels, comme aux images matérielles, peut trouver son fondement théorique dans un concept plus général de l'agir culturel. En tant qu'il est un être culturel, l'homme donne une signification culturelle au monde dans lequel il existe et aux éléments qu'il y rencontre. Ces significations déploient dans les objets leur puissance propre, qui vient agir en retour sur les hommes. L'homme fait l'expérience de la signification des objets en se confrontant à eux, en les fréquentant dans le cadre de ses actions. Ce faisant, il interagit non seulement avec les hommes et les animaux vivants, mais aussi avec les éléments du monde qui l'entourent et les objets de la culture, comme s'il s'agissait d'êtres vivants. Dans cette interaction culturelle avec les porteurs de signification, l'homme donne vie à la matière et les objets acquièrent une puissance quasi autonome. D'un côté, ce concept regarde les artefacts. Les productions de la culture matérielle ont une énergie, une efficace qui leur est propre. Le bouclier de l'hoplite est un facteur actif de l'éthos guerrier de celui qui le porte. À l'issue de la bataille, il n'existait pour l'hoplite que deux façons de rentrer chez lui. Avec le bouclier, en vainqueur, ou sur le bouclier, sur lequel on transportait son corps, honorant ainsi la mémoire du vaillant combattant. Mais certainement pas sans bouclier, ce qui aurait fait de lui un couard fugitif. Dans la société des guerriers qu'était la Grèce antique, il était bien difficile de se défaire de ces significations symboliques définissant l'honneur de l'homme. Archiloque, le poète, qui avait jeté son bouclier, a écrit un poème entier pour se justifier. Dans la pratique culturelle, le bouclier devient un être à part entière. Il marque celui qui le possède et en fait usage, le pousse à la prouesse et exige de lui le respect. Il en va de même d'autres objets culturels. Tout ça est en claire correspondance avec le phénomène de la vie des images. Les hommes qui utilisent ces images, ces œuvres, peuvent en transcender la matérialité par le biais de perceptions et d'actions à forte intensité. Dans des rituels comme la prière, la procession ou le sacrifice, mais aussi par le biais d'une observation et d'un questionnement intensif lors des situations critiques, dans le danger ou la peur, dans le bonheur et l'extase, dans les moments de décision personnelle ou politique. Deuxième principe, le décor.
Une deuxième racine de l'art figuratif est à voir dans le principe du décor. Il ne faut pas entendre ici le concept en son sens moderne et superficiel d'ornement décoratif et de ses faits superfétatoires. Le concept d'ornement et d'ornementation est au contraire une catégorie fondamentale de la culture humaine. Chaque objet de la culture matérielle possède une forme qui sert en premier lieu sa fonction pratique. Toutefois, les objets de forte signification culturelle sont dotés dans leur apparence extérieure d'éléments qui transcendent la forme purement fonctionnelle et les caractérisent comme porteurs de valeurs culturelles. Le grec dispose, pour désigner le plus haut degré d'augmentation de la valeur culturelle, du terme agalma, parure, objet précieux, lequel peut désigner aussi bien le joyau et le vêtement de fête que la statue, l'image. On peut augmenter la valeur d'un objet de diverses manières. Forme accomplie, matériaux précieux, ornements raffinés, décoration figurative et travail artistique parfait. Manifestement, il ne s'agit pas là de catégories strictement distinctes et exclusives, mais la distinction est néanmoins utile à des fins de clarification. Pour désigner ces moyens par lesquels on accorde à un objet une signification culturelle, on peut recourir au terme latin décor ou decus, en son sens générique original de forme appropriée, qui souligne de façon visible la signification culturelle de l'objet et l'arrache à la sphère de la fonction strictement pratique. Voici un rapide tableau des moyens de cette augmentation de valeur décorative. Premier point, la forme globale des édifices et des objets culturels, lesquels, avec leurs proportions et leur corporéité élaborée, apparaissent comme des êtres organiques. Second, les matériaux qui possèdent une hiérarchie de valeurs auxquelles est associée une sémantique spécifique. Troisième, la technique d'exécution qui rend aux objets une qualité d'excellence. Quatrième, l'ornementation, souvent d'une grande richesse et souplesse, qui donne à l'architecture, comme aux objets culturels, la structure, la splendeur et la signification sociale. Et, enfin, la forme de décor la plus ambitieuse et la plus complexe consiste, sans aucun doute, à agrémenter bâtiments architecturaux et objets culturels de décors figuratifs. Le célèbre cratère de bronze découvert dans la tombe princière de Vix est orné d'une frise représentant une procession de guerriers à pied et sur des chars, telle qu'elle avait lieu en Grèce et peut-être aussi dans les élites locales du sud de la France. Les anses sont décorées de gorgones dont les faces terrifiantes sont censées protéger à la fois le vin et les buveurs. Sur les côtés, du lion représente peut-être la force de la sauvagerie réveillée par le vin. Ces thèmes figurés ne constituent pas de message emphatique adressé aux convives. Il s'agit bien plutôt d'un décor adapté à la situation et à l'ambiance d'une réception aristocratique. Le cratère diffuse ainsi une atmosphère de magnificence princière. C'est en fonction d'un schéma identique que très tôt on décora les temples de métopes, de frises, de frontons et acrotères figuratifs.
La dimension décorative des architectures et des objets leur confère une signification culturelle, et ce, à double titre. D'abord, dans leur apparence visible, les objets décorés débordent le cadre de leur fonction strictement pratique. Ils sont dotés d'une valeur culturelle. En outre, les objets, dans leur apparence décorative, se voient enrichis, à bien des égards, d'une valeur sémantique qui correspond à leur fonction culturelle. Les temples, à travers les sculptures qui les ornent, le coffre de Vergina, à travers l'étoile macédonienne, le cratère de Vix, à travers la frise représentant la procession aristocratique. En ce sens, la catégorie de décor recouvre ici deux aspects différents du concept de signification, la valeur et le sens. C'est à travers cette double signification que les objets culturels, comme les images, se voient attribuer leur rôle spécifique, leur fonction d'être dans les interactions caractéristiques de la vie sociale. Troisième principe, les images discours. Souvent, l'ornementation des objets et bâtiments architecturaux par l'image peut atteindre une ampleur et une autonomie dépassant largement ce que recouvre la notion de décor. Dans le domaine de la peinture sur vase, c'est à compter du 7e siècle avant Jésus-Christ, au plus tard, que les surfaces peintes se déploient sur de grands formats qui cherchent à mobiliser l'attention et débordent le cadre de ce que l'on pourrait qualifier de décor. Une célèbre amphore trouvée à Eleusis est ornée de peintures véritablement monumentales. Sur le col, on voit Ulysse et ses compagnons crevant d'un pieu l'œil du cyclope Polyphème. Sur le ventre de l'amphore, on voit Persée, après qu'il a tué Méduse, poursuivi par ses sœurs, tandis qu'Athéna couvre sa fuite. Les images prennent une place telle par rapport au récipient lui-même qu'elles sont pour celui qui le contemple une invitation à réfléchir et à produire un discours sur la signification de ces thèmes. Nous verrons qu'il s'agissait là de thèmes majeurs dans le contexte de la grande expansion grecque, en ce temps où les marins s'en allaient vers des contrées lointaines ou encore des formes où aucune des formes de nature et de culture auxquelles il était habitué n'était plus en vigueur. La frontière qui sépare le décor de l'image discursive est nécessairement poreuse. On peut d'ailleurs considérer que c'est à lui qu'il les contemple qu'il revient, dans une certaine mesure, de déterminer quel regard il porte sur eux. À lui de choisir s'il considère l'ensemble du bâtiment ou du récipient, auquel cas les images lui apparaîtront comme ayant un statut accessoire d'ornementation subordonnée, ou s'il se concentre sur les images, accordant ainsi une réflexion et un discours plus intense à ces motifs décoratifs. La distinction entre ces deux catégories est cependant utile sur le plan heuristique, car décor ornemental et images autonomes apparaissent alors comme catégories opposées, exigeant des formes de perception fondamentalement différentes. On peut imaginer que ce type d'images discursives constituaient des thèmes de réflexion dans les situations où les objets supports de ces images avaient leur fonction propre au cours des banquets et lors des cérémonies funéraires. De fait, à ces trois
catégories correspondant à 3 dimensions pragmatiques de la culture grecque de l'image. Mais je finis comme ça. Alors, tout ça signifie que les images étaient une réalité sociale. Et pour cette raison, nous devons poser la question relative au réalisme de l'art grec. Car si les images des Grecs donnaient une forme concrète aux figures et aux thèmes majeurs des communautés qui étaient les cités grecques, permettant ainsi les interactions culturelles des hommes vivants, alors cet art de l'image ne peut qu'avoir été fondamentalement orienté vers la saisie et la mise en forme de la réalité. De fait, toutes les déclarations des auteurs antiques portant sur l'art figuratif soulignent le caractère central de cette référentialité des images par rapport à la réalité. Or, cette idée contredit radicalement l'image que l'on s'est toujours faite et que l'on se fait toujours du rapport fondamental que l'art grec, à ses débuts, entretenait avec la réalité. Depuis Winckelmann, on a attribué, en effet, à l'art grec classique un caractère globalement idéal, considérant l'évolution vers un mode de représentation plus naturaliste et réaliste, un phénomène des époques hellénistiques et romaines. Dans une nouvelle perspective anthropologique, Jean-Pierre Vernant a posé la question fondamentale: qu'est-ce qu'une image en Grèce ancienne? Et sur cette ligne, il a caractérisé l'art archaïque grec comme étant fondamentalement symbolique. Sur un autre plan, les théoriciens de la science de l'image ont à juste titre insisté sur le fait qu'une image est toujours et par principe une construction de l'imagination humaine qui, en tant que telle, conserve sa autonomie à l'égard de la réalité. Bien sûr, on ne peut que partager ces conclusions qui ont élevé notre compréhension des images à tout un autre niveau. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les premières sculptures des kouroi et des korai ou sur les scènes funéraires sur les vases de l'époque géométrique pour se rendre compte du fait que les formes des corps et les compositions spatiales des actions diffèrent en plusieurs aspects de notre expérience de la réalité. Mais alors, un problème se pose. Comment peut-on, dans cette perspective, comprendre que les sources antiques voient dans les images une restitution de la réalité? Le problème paraît tenir moins à des conceptions divergentes de l'image qu'à une acception différente du terme réalité. Les observateurs modernes présupposent bien souvent, inconsciemment, une réalité contingente telle que les rayons lumineux la projettent sur la rétine et telle que nous la percevons de ces faits. Dans cette logique, une restitution réaliste dans l'image consisterait en la reproduction objective et sans idée préconçue de cette perception dénuée de signification. Or, comme l'ont bien montré Lorraine Daston et Pierre Galison, une telle recherche de l'objectivité est une exigence née dans le cadre des sciences naturelles du XIXe siècle. Cette exigence, à laquelle aucune image antique ne saurait satisfaire, est manifestement anachronique. En fait, le monde de la vie humaine ne constitue pas une réalité objective. Il n'est jamais qu'une projection de signification culturelle ou, pour parler avec Ernst Gombrich,
Il n'est pas de réalité sans interprétation. There is no reality without interpretation. Or, c'est justement cette réalité emplie de signification qui devient l'objet de l'art de l'image. S'il est vrai que l'image est une construction, la réalité est également une construction. Et dans la mesure où il s'agit des formes d'apparaître visuelles de la réalité possède alors les caractéristiques d'une image. La réalité est une image perçue et façonnée conceptuellement. C'est tout à fait patent si l'on prend l'exemple de la présence visuelle des personnes vivantes. L'homme façonne son apparence réelle par son comportement et ses mouvements, sa coiffure et son habillement, de façon à ce que cette apparence exprime le mode d'être qu'il souhaite qu'elle exprime. Pour donner deux exemples, Périclès apparaissait toujours en public dans une attitude pleine de dignité, cheveux, barbe et vêtements soignés, et il contenait toute forme d'agitation émotionnelle. C'est ainsi qu'il donnait à voir la figure idéale d'un homme se posant en père responsable des citoyens, un modèle d'équilibre pour un homme d'État. Alexandre le Grand, en revanche, dans sa façon réelle d'apparaître, se posait en héros juvénile et énergique. Sans barbe, les cheveux surmontant le front de boucles léonines, descendant sur la nuque, la tête dressée vers le lointain, en geste plein d'emphase, le regard intense. L'un comme l'autre donnait à voir en public un habitus politique, une image idéologiquement marquée. La personne se présente comme image. Sur une coupe attique, on observe une rencontre homo-érotique entre un homme adulte et un éphèbe sur une base. Difficile à dire s'il s'agit d'une statue vivante ou plutôt d'un garçon se comportant comme une statue. On observe le même type d'interférence entre réalité et image dans bien des processus complexes de la vie sociale, lesquels sont façonnés en forme culturelle de manière plus ou moins consciente. C'est le cas au premier chef de tous les rituels au cours desquels des thèmes religieux et sociaux majeurs prennent une forme visuelle. Les sacrifices attestent la piété, les processions montrent la communauté dans sa cohésion et sa structure hiérarchique. Dans ce type d'action, les messages culturels sont façonnés en une sorte d'image vivante. Même les actions du monde de la vie, qui semblent totalement subordonnées à des objectifs d'ordre concret, sont accomplies dans des formes qui sont pour une grande part culturellement construites. Les différentes formes d'art de la guerre constituent à cet égard un exemple intéressant. Dans la Grèce archaïque, dans la première phase de l'affrontement, les armées des cités-États commençaient par se disposer en une ligne de bataille dense, la phalanx, expression de leur statut de citoyens égaux et de leur solidarité éthique. En revanche, lors l'on venait au combat, il n'y avait plus de tactique globale, ni d'action concertée des différentes divisions, et chaque guerrier et ses voisins immédiats luttaient en face à face avec son adversaire immédiat et les voisins de ce dernier. Dans la perception, comme dans le comportement guerrier, la bataille prenait la forme d'une série de combats singuliers au cours desquels les guerriers faisaient montre de beaucoup de courage personnel, exposant une éthique de l'agone fortement marquée. Donc, il s'agit d'une conception de la bataille qui se structure autour de deux comportements éthico-sociaux complémentaires, l'un collectif,
l'autre individuel, et qui trouve son expression dans des pratiques et des façons de faire concrètes, visuellement identifiables. Cette conception antithétique de la guerre trouve sa transposition dans l'art de l'image. Les dessins figurant sur les vases représentent, d'une part, des armées denses s'affrontant en formation constituée. De l'autre côté, on trouve la représentation de longues séries de combats singuliers au cours desquels deux combattants sont placés l'un en face de l'autre. Il est évident que de tels alignements de combats singuliers ne pouvaient correspondre à aucun point de vue réel sur un combat réel. Il serait cependant faux de demander lequel de ces deux modes de représentation est la plus réaliste. Les deux formes de représentation renvoient toutes deux à la réalité de la guerre telle qu'on l'entendait à l'époque. Ce n'est certes pas là une réalité qui relève de l'impression sensorielle physiologique, laquelle n'était pas déterminante, mais il serait peu judicieux de juger l'art antique suivant le critère d'un réalisme de la perception qui ne constitue qu'une forme particulière et tardive de la pensée de l'Occident européen. Si l'on se place du point de vue de la perception psychologique, culturellement marquée, et de la pratique du combat conceptuellement réalisée, alors ces images et ces deux modes de combat, collectif et individuel, constituent des représentations pleinement valables de la réalité. À travers les phénomènes que je viens d'évoquer, il apparaît globalement que le monde de la vie humaine est toujours déjà perçu comme une réalité façonnée culturellement et qu'elle est formée conceptuellement dans le cadre de l'agir social. En d'autres termes, la réalité perçue et forgée conceptuellement est elle-même un médium matériel et visuel à travers lequel s'exprime une certaine signification culturelle. Et c'est cette réalité conceptuelle qui est portée à la représentation à travers le médium de l'image. En ce sens, on peut parler d'un réalisme conceptuel de l'art antique de l'image, non pas en tant que restitution d'une réalité objective, mais bien plutôt en tant que traduction d'une réalité conceptuelle transposée du médium du monde de la vie matérielle dans celui des images et de leur matérialité. Si on l'entend ainsi, alors l'art grec des images est, depuis ses débuts, un art réaliste. Pour finir, qu'est-ce que ça signifie, vivre avec les images? Les images, en ce qu'elles représentaient une réalité conceptuelle, déployaient leur existence dans des espaces et des situations centrales des sociétés antiques. Les formes de ces interactions avec les images étaient fortement marquées par les présupposés sociaux et culturels généraux. L'une des données fondamentales de la vie sociale dans la Grèce antique consiste en ce que les interactions et relations se jouaient dans le cadre d'une mise en présence, d'une rencontre immédiate des groupes et des personnes concernées. Idéalement, selon Aristote, la taille des cités grecques devait ne pas excéder l'ampleur permettant que les citoyens se connaissent et entendent tout la voix du héros. Les décisions politiques étaient prises au cours d'assemblées communes en présence de tous les citoyens concernés. Les guerres se déroulaient sous la forme de combats directs, d'homme à homme, et dans toutes les formes de chasse, on donnait la préférence à la confrontation directe
avec l'adversaire animal plutôt qu'aux techniques indirectes impliquant filets et pièges. Pour le combat, comme pour la chasse, les armes les plus nobles étaient la lance et l'épée. Prolongement du bras, il s'agissait d'une culture de l'action immédiate. Tout cela a des conséquences sur la constitution de la culture grecque de l'image. L'existence d'une telle culture de l'action immédiate impliquait que soit assurée la présence concrète de tous les membres de la communauté conceptuelle, partenaires de l'interaction, quand bien même ils n'étaient pas vivants et présents dans les espaces sociaux. C'est cette présence qu'assuraient les images pour les dieux, les héros mythiques et les ancêtres défunts, mais aussi pour les personnes vivantes qui ne pouvaient être durablement présentes dans l'espace public. L'importance de la présence personnelle a favorisé, dans la réalité sociale, comme dans l'art de l'image, la constitution d'une culture du corps sans équivalent. La formation des jeunes gens nobles dans les lieux dévolus aux exercices athlétiques a son pendant immédiat dans la conception de l'art plastique. Dans les deux médiums, celui de l'apparence réelle comme celui de l'image, tout tourne autour du développement de la communication visuelle à travers le corps humain. Pour reprendre les mots d'Alain Schnapp, le corps est l'expression de la polis. Les postures et les gestes sont des éléments fondamentaux pour les fonctions communicatives du corps. Ils constituent un répertoire de formes d'agir et de comportements dont il est fait usage dans la vie sociale, de façon intentionnelle ou non. Ils diffusent des messages sur les postures éthiques et les états psychiques. Les Grecs recouraient pour évoquer ces deux aspects de l'homme au concept de schéma et de hexis. Comme l'a bien montré Maria Luisa Cattoni, dans la Grèce antique, les schémata des corps humains jouaient un rôle capital dans la communication non verbale, et ce, aussi bien dans la vie sociale que dans l'art des images. On désignait par ce terme des types de postures et de gestes significatifs par lesquels les hommes exprimaient de façon performative leur façon d'être, leur position éthique et leur état psychique. Il s'agit là d'un langage du corps qui constitue un des biens culturels communs des sociétés grecques, adoptés dans les situations les plus diverses de la vie sociale, publique et privée, à partir de l'agora jusqu'au banquet. Il existait, pour toutes ces occasions, des pratiques qui produisaient un effet visuel par le biais de postures et de gestes plus ou moins normés. L'adéquation entre des façons de se comporter dans l'existence, d'une part, et les formes de l'art de l'image de l'autre, apparaît de façon évidente dans une indication de Xénophon portant sur la manière la plus noble de combattre à cheval pour un cavalier. Le meilleur moyen d'imprimer au javelot que l'on lance un maximum de puissance reste de, je cite, porter en avant le côté gauche du corps, placer le côté droit en retrait et de dresser sur ses cuisses. Or, cette description correspond de façon étonnamment précise à la représentation du jeune cavalier d'Exilios figurant sur le relief de son tombeau. Et ce type de représentation de cavalier victorieux au combat s'est imposé au fil des siècles. Il s'agit d'un motif réel de l'art, de la guerre, doté d'un fort pouvoir de production d'images. Les schématas montrent là
de manière exemplaire combien il est vrai que dans la pratique culturelle, la réalité se fait image et les images se font réalité. Toutes ces interprétations des postures et mouvements des corps ont en commun de considérer les formes d'image comme l'expression sémantique de comportements sociaux. C'est là une conception élargie de la notion de style qui inclut également les formes de la présentation du corps et de l'habitus social dans la réalité comme dans l'image. Il s'agit d'un style de vie. Que ce soit dans l'image ou dans la réalité, il s'agit là d'un habitus qui associe des valeurs esthétiques et des valeurs sociales, ce qui permet de faire ici le lien avec le concept sociologique d'habitus tel que l'a défini Pierre Bourdieu. Chez Bourdieu, comme l'indique lui-même, cette catégorie recouvre également les phénomènes relevant du style, le terme désignant ici aussi bien les styles de vie sociaux que les formes stylistiques de l'art. En introduisant le concept grec de hexis comme sous-catégorie de l'habitus, Bourdieu a explicitement pris pour objet les formes culturelles des postures et les manières d'être du corps. De la même façon que dans le monde de la vie, les dispositions habituelles d'une société génèrent les formes d'agir de cette société. Les formes fondamentales de style marquent les formes visuelles de l'apparaître et du comportement social des hommes dans l'image. Ce qui n'établit pas un rapport d'identité entre monde de la vie et monde des images, mais permet de les comprendre comme deux médiums distincts à travers lesquels des significations sont produites et rendues visibles de manière analogue. Entre l'image et celui qui l'a fréquenté, se déployait une interaction concrète. Dans le même temps, les images déployaient en direction de ces personnes une puissance d'action qui leur était propre. Tout cela correspond à une conception de la vision comprise comme rencontre entre celui qui voit et celui qui est vu. Jean-Pierre Vernon a fort bien montré que l'on comprenait la vision, le regard, non comme une perception passive, mais comme une activité à part entière. L'œil émettait des rayons lumineux correspondant à la lumière émanant des objets. L'acte de voir était une saisie active du monde extérieur. À l'inverse, les images pouvaient s'adresser à celui qui les regardait, et ce, non seulement par le biais des inscriptions, mais aussi en dirigeant elles-mêmes leur regard vers ceux qui les contemplaient. On dit de Dédale, architecte de la sculpture grecque, qu'il avait non seulement doté ces sculptures de la faculté de se mouvoir, mais qu'il leur avait aussi ouvert les yeux. Elle avait ainsi reçu la faculté de voir. Cette vision active, attribuée aux images, n'est toutefois que la forme extrême d'une qualité globale de l'apparition éclatante des hommes et des choses. L'éclat lui-même est une puissance de radiation qui émane de ceux qui le possèdent et soumet celui qui regarde à son empire. Vision émerveillée et apparence merveilleuse sont deux énergies qui interagissent. Dernière. Les effets produits sur les hommes par les images sont avant toute chose ceux que produit la rencontre entre les corps. On regarde les images des jeunes gens et des jeunes filles, des guerriers et des hommes d'État avec les yeux de l'amant potentiel, du participant à une guerre, du concitoyen, etc. Le spectateur entre en interaction avec les images et son propre corps est impliqué dans cette interaction.
tension ou détente, désir amoureux ou douleur, soumission ou résistance. Les images des Grecs donnaient à voir, de diverses manières, comportements sociaux et postures éthiques. Les images des corps étaient alors en jeu de façon plus ou moins évidente et invitaient à une sorte d'imitation corporelle. Quand Échine célèbre, dans son discours contre Timarque, c'est Échine, l'habitus public de Solon, en se faisant un exemple à imiter, il fait référence à la pose de la statue honorifique du célèbre homme d'État érigé sur l'agora, et la statue posthume d'Échine lui-même se présente de la même manière. De façon générale, les Grecs voyaient exprimés dans les postures et les gestes des statues et des autres images les mérites et les vertus des grands hommes d'État ou des héros mythiques qui leur servaient de modèle pour orienter leur action et leur comportement. Il émane des images une forme de suggestion corporelle qui s'apparente à celle des représentations performatives. À la fin du banquet de Xénophon, les convives qui viennent d'assister à une pantomime érotique mettant en scène Dionysos et Ariane décident tous de rentrer chez eux auprès de leurs femmes pour suivre l'exemple des dieux. Les images, elles, donnent à ces attitudes et à ces comportements une forme de pérennité visuelle qui en fait des modèles à suivre. Elles sont à la fois exemplum et préfiguration. Je vous remercie de votre attention.